Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, il est 20h30, le conseil municipal de ce soir peut commencer. Et je vais bien entendu commencer par vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 2017. Je vous présente mes vœux les plus sincères, à vous tous et à chacun d'entre vous. Je passe à la lecture des pouvoirs. Alors, Madame Mensdagui a donné son pouvoir à Madame Rochaud. Et M. Pallier a donné son pouvoir à M. Nou. Je n'ai pas reçu d'autres pouvoirs pour l'instant. Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 16 décembre 2016. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce propos? Madame Lavancier. Très bien, c'est noté. Pas d'autres remarques. Compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de l'article S 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur Visintener. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. J'aurais aimé connaître le montant des lots en question pour les décisions du 24 novembre 2016, numéro 1082, et du 30 novembre 2016, numéro 1107, s'il vous plaît, pour les lots attribués, bien entendu. 24 novembre, donc 1082. Alors, le lot numéro 2. Donc, il concerne des pièces détachées pour machines horticoles, hein, c'est bien ça. Attribué à la société Siam, qui est située à Guitrancourt. Donc, le lot numéro 2 est pour un montant minimum annuel de 7 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 30 000 € hors taxe. Et le lot numéro 3, montant minimum annuel de 3 000 € hors taxe et montant maximum annuel de 8 000 € hors taxe. Donc ça, c'était pour la 2016-1082. Et pour la suivante, la 2016-1107, donc du 30 novembre. Donc là, je n'ai pas de montant indiqué. C'est 30 novembre, décision 2016-1107, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Lot numéro 1, opération modérée. Donc, décision relative au marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre de la date de la commune de Mantes-la-Ville en 3 lots. Donc le lot numéro 1, opération modérée attribuée à la société d'imagénierie. Ah, c'est bien ça dont on parle. Donc là, j'ai pas de montant. Donc on va vous les donner en cours de route. Alors, je ne les ai pas sous les yeux. Le lot numéro 2, les grosses opérations. Alors, j'ai marqué infructueux, comme ça veut dire. Donc la procédure est avancée qui n'a pas pu être attribuée. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et le lot numéro 3, petites opérations, je n'ai pas de montant non plus, on va vous les donner assez rapidement. Juste une précision, celle du 23 décembre 2016, la 1189, concernant le lot numéro 1, fourniture de pièces détachées pour véhicules, c'est celle de du 24 novembre qui avait été infructueux, qui a été repassée. Oui. Ok. Donc bah, j'attends les deux montants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il me reste à nommer un secrétaire de séance et je vais proposer cette noble mission à M. Affan. Je vous en remercie. Nous passons à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Point numéro 1. Désignation du représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du foyer des jeunes travailleurs. Les foyers des jeunes travailleurs ont pour mission d'accueillir des jeunes en stage, en apprentissage ou exerçant une activité professionnelle. Ils proposent un hébergement temporaire comportant à la fois des locaux privatifs ou non et des locaux affectés à la vie collective. Les foyers des jeunes travailleurs s'adressent principalement aux jeunes travailleurs vivant seuls, âgés de 16 à 25 ans. Le foyer des jeunes travailleurs Mantes est situé à Mantes-la-Jolie, bien entendu, au 21 rue d'Alsace. Au-delà des membres actifs et des membres associés, le foyer des jeunes travailleurs comporte 2 membres de droit, à savoir un représentant de la commune de Mantes-la-Jolie et un représentant de la commune de Mantes-la-Jolie. Et nous proposons de désigner Madame Genex, donc à ce conseil d'administration, puisque c'était M. Guis qui représentait auparavant la commune au sein de ce conseil d'administration et qu'on vient donc de remplacer
Dominique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Donc le groupe de Madame Brochot s'abstient, ainsi que le groupe de Madame Delpas. Je vous remercie. Nous passons au service des ressources humaines, le point numéro 2, création d'un emploi de collaborateur de cabinet. Et je cède la parole à Madame Fureur-Moguero. Conformément à l'article 110 de la loi numéro 84-53, article 110 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le maire peut former un cabinet au sein duquel il recrute librement un ou plusieurs collaborateurs et met librement fin à leur fonction. L'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 pardon, excusez-moi, je croyais que je relisais deux fois la même chose. Portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise que les emplois budgétaires, y compris les emplois de cabinet, sont créés par l'organe délibérant des collectivités et des établissements publics. Bien, je ne sais pas s'il y a des questions. On m'a confié les montants que vous avez demandé concernant, je vous les donne tout de suite, M. Saint-Aner. Donc le lot numéro 1, concernant les opérations modérées, donc un peu plus de 61 000 euros, 61 295 et 86 centimes précisément, hors taxe, je précise. Et pour le lot numéro 3, qui concerne des petites opérations, un peu plus de 43 000 euros, 43 000 euros 85, également hors taxe. Voilà. Ok, merci bien. Des questions, des remarques sur cette délibération, M. Affan? Pouvez-nous savoir, s'il vous plaît, ce qu'il en est du contentieux Bauer actuellement? Alors, il est toujours en cours et il n'y a pas eu de première audience actuellement. Je vous rappelle que cette affaire est portée devant le tribunal administratif ici, dans les c'est ça. Voilà. Il y a eu un échange d'écriture. Entre avocats. Les demandes sont toujours les mêmes? Oui. Enfin, il n'y a pas eu de modification majeure concernant ce dont on a parlé lors d'un conseil municipal précédent. Vous persistez sur la compétence du tribunal administratif à la place du conseil des prud'hommes. Ah, ce n'est pas moi qui ai choisi le tribunal en l'occurrence. C'est pas moi qui ai porté la procédure. Non, parce que les collaborateurs de cabinet, c'est du droit privé, pas du droit public. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Je crois qu'on a déjà eu un débat et des échanges sur ce sujet, monsieur. Une exception de procédure, c'est pour la défense de la commune que je vous dis ça. Merci de votre sollicitude. Monsieur Fiatener. Quelle sera la fonction de ce collaborateur de cabinet? La fonction à peu près normale d'un collaborateur de cabinet, il n'y a pas de mention particulière dans sa fiche de poste. Et ça peut être directeur de cabinet, chef de cabinet ou toute autre fonction au sein d'un cabinet. Donc quelle sera la fonction de ce collaborateur? Ce sera un collaborateur de cabinet qui appuiera à la fois les élus de la majorité, bien entendu, en particulier le maire, puisque c'est d'abord et avant tout le collaborateur direct du maire. Il sera évidemment présent pour les adjoints et tout autre conseiller municipal. Il pourra aussi être le relais entre les élus de la majorité de l'opposition. Et surtout, et c'est surtout le profil que nous avons souhaité recruter, un profil de technicien et un juriste, il appuiera aussi et renforcera la direction générale ou tout autre responsable ou directeur de service au sein de la collectivité de Mantes-la-Ville. Par ça, il n'y a pas de mission plus particulière. Non mais déjà, avec ce que vous dites, on a déjà un profil de poste au moins. Voilà. Vous m'avez posé une question, j'y ai répondu. Madame Brochot, vous souhaitiez également poser une question, je crois. Bonsoir, il y a eu beaucoup de questions et de réponses qui ont déjà été apportées. Je voulais simplement assurer que vous aviez fait le bon choix, puisque le dernier s'est terminé au bout de quelques mois par un contentieux. Donc voilà, simplement, qu'il n'y ait pas un nouveau contentieux à la ville. J'espère que nous l'avons fait, et c'est vrai que
C'est vrai que si nous avons attendu 2 ans, parce que ça fait 2 ans, hein, c'est parce que le cas précédent nous a un peu échaudé, je dois le reconnaître. Mais néanmoins, nous comptons beaucoup sur ce renfort. Ça arrive, je précise d'ailleurs que c'est le seul contentieux depuis le début du mandat. Je regrette qu'il provienne de quelqu'un qui était censé être un camarade. Mais je crois que ça arrive un peu partout, malheureusement, dans toutes les familles politiques. Oui, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est moi qui m'a compris ou si c'est une erreur de sémantique, mais un directeur de cabinet, par définition, est quelqu'un qui est le bras droit et le bras gauche du maire sur un point politique, sur un plan politique. En aucune façon, un directeur de cabinet ne peut se substituer au directeur général des services ou au directeur des différents... Je n'ai pas parlé de substitution. Hein. Non, non, mais vous avez dit qu'il sera là pour les appuyer ou je ne sais quoi. C'est pas son rôle, d'abord. Et d'autre part, il arrive, je parle d'expérience, que les missions des uns se confondent avec les missions des autres. C'est-à-dire que le directeur de cabinet donne des consignes, je dirais, qui ne vont pas forcément dans le même sens que le directeur général. Donc je vous mets en garde pour que ça fonctionne le mieux possible, que chacun ait son précaré, que les techniciens de la grille qui répondent de la grille indiciaire, etc., normale, c'est une chose, le directeur de cabinet du maire, c'en est une autre, et il est là pour gérer les problèmes éminemment politiques, en liaison avec la population et en liaison avec votre majorité. Je vous rejoins tout à fait, Madame Colbas, et croyez bien qu'on a tout fait en amont de ce recrutement et qu'on fera tout lorsque ce monsieur, parce que c'est un monsieur en l'occurrence, arrivera à y arriver demain, bien cadrer les choses, pour bien, comment dirais-je, savoir qui fait quoi. Voilà. Je vous propose de passer au vote. S'il n'y a plus de questions ou de remarques, y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Donc 8 abstentions. Je vous remercie. Point numéro 3, une délibération de saison si j'ose dire, puisqu'il s'agit de la création de postes saisonniers pour les vacances scolaires d'hiver 2017. Toujours Madame Florent-Noguero. Dans le cadre de la saison d'animation à destination des enfants, pilotée par le pôle de l'éducation, il est proposé la création de 4 emplois saisonniers sur le grade d'adjoint d'animation de 2e classe durant la période des vacances d'hiver, qui se déroule du 6 au 17 février 2017 inclus. Les demandes de postes seraient réparties de la manière suivante. 3 postes à temps complet pour répondre à un besoin saisonnier sur le centre de loisirs des Pommes. Un poste à temps complet pour répondre à un besoin saisonnier sur le centre de loisirs à Ferme des Pierres. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée de créer 4 postes d'adjoints d'animation de 2e classe de catégorie C à caractère saisonnier qui seront supprimés d'office au terme de leurs échéances finales. Madame Guilaine. Alors, bonsoir. Alors, chère Madame Führer, pour vous avoir déjà posé la question, je sais que vous allez me confirmer que ces 4 emplois suffisent à remplir l'offre et l'encadrement. Pour autant, si je peux me permettre, je continuerai à émettre des doutes sur le nombre suffisant d'encadrants et donc du coup la qualité des services offerts. Je pense que ça concerne aussi bien dans ma question les centres de loisirs, donc les vacances, tout comme le périscolaire. Et je pense qu'on a là aussi, si je peux me permettre de continuer, une image de la rigueur et de la restriction budgétaire qui malheureusement entache un peu l'offre que toute municipalité devrait garantir aux familles et à leurs enfants. Non, Madame Guilaine, je me permets de répondre, tu pourras compléter Monique, si tu le souhaites. C'est tout simplement de la gestion des ressources humaines. Vous savez, on a déjà eu ce débat, et d'ailleurs on l'a à chaque fois, parce que vous faites à chaque fois la même intervention, si ce n'est vous, c'est un de vos autres collègues de l'opposition. Nous avons changé la nature des contrats, parce qu'effectivement nous avions des animateurs qui étaient annualisés et qui, bon, la plupart, pour ne pas dire une majorité, prenaient souvent leurs vacances justement pendant les vacances scolaires. Ils sont censés être animateurs et garder les enfants
pendant ces mêmes vacances scolaires. Donc nous avons choisi de mettre un terme à tout cela et de recruter des vacataires, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons besoin de recruter seulement 4 personnes pour pouvoir encadrer, et au nombre d'enfants inscrits bien entendu, et évidemment nous respectons le cadre légal et juridique des taux d'encadrement que vous imaginez. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer à quel moment on peut prendre leurs vacances? À partir du moment où ils sont vacataires et qu'ils sont faits pour ce genre de fonction, ils n'ont pas de vacances, ils sont libres. Justement, c'était l'intérêt de ce changement de manière de faire, c'est que ces gens-là sont libres pendant les vacances. Et contrairement à ce qui se passait avant, les gens qui étaient censés garder les enfants pendant les vacances pouvaient prendre leurs vacances à ce moment-là. Maintenant, ça n'est plus le cas. Tous ceux qui sont là et qui, dans d'autres temps, enfin en dehors des périodes de vacances scolaires, assurent le périscolaire et tous ces encadrements journaliers, il y a bien un moment où ils vont prendre des congés. Oui, mais en principe, ceux qui sont justement choisis pour ce genre de travail, c'est vu avec les directions et sont prévus pour ce genre de choses. Ils peuvent pas tous, ils ne sont pas tous prévus pour ce genre de travail, hein, puisqu'ils sont que 4 en fait. Pour vivre un peu des fois sur le terrain, vous fonctionnez un peu à flux tendu quand même, et ça pose parfois des soucis. Je vous remercie. Madame Rochaud, oui. Oui, on a cette discussion à chaque début sur les créations de postes. Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous prépariez un tableau sur, je ne sais pas, 4-5 ans, avec le nombre d'enfants accueillis à chaque vacances pour que, voilà, qu'on puisse voir que le service rendu est toujours le même. Je vous remercie. Très bien, pas d'autres interventions? Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Trois, 4 abstentions. Bon. 4 abstentions. Point suivant. Point numéro 4. Adaptation du tableau des effectifs, création de postes, toujours Mme Florent-Noguero. Monsieur le maire rappelle aux membres de l'Assemblée délibérante que conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Il est rappelé qu'à ce jour, le tableau des effectifs comprend 352 postes répartis comme suit. Catégorie HC 2, catégorie A 13, catégorie B 51, catégorie C 286, total 352. Or, il s'avère que le tableau des effectifs doit aujourd'hui être modifié. En effet, suite au recrutement par voie de mutation d'un chargé d'opération pour le service des bâtiments, il convient de créer un emploi de technicien principal de première classe permanent à temps complet. Et suite à la réussite de l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe, il convient de créer un emploi de rédacteur principal de deuxième classe permanent à temps complet, soit une création de poste répartie comme suit. Catégorie A 0, B 2, C 0. Si ces mesures sont adoptées, le tableau des effectifs totaliserait 354 postes répartis comme suit. HC 2, A 13, B 53, C 286, total 354. Des questions, des remarques? Je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Donc 4 abstentions. Nous passons au service des affaires financières. Point numéro 5, actualisation de l'autorisation du programme 2016-02 des crédits de paiement, maison de santé publique professionnelle. Je cède la parole à M. Morin. Oui, alors tout d'abord préciser que toutes les délibérations qui vont suivre, que ce soit liées au service des affaires financières ou au service aménagement et services techniques, ont été vues et abordées en commission soit financière, soit commission urbanisme. Concernant donc ce dossier, il s'agit simplement d'actualiser l'autorisation de programme, puisque dans l'autorisation de programme initiale, il n'avait pas été inclus budgétairement la restructuration des logements
adjacent pour la partie CVS. Donc nous adaptons le montant de l'autorisation de programme qui passe de 700 000 € TTC à 1 029 6,72 €. Et donc vous avez donc les tableaux qui vous indiquent les répartitions sur les années 2016, 2017 et 2018. Des questions, des remarques? Juste une remarque, bon, effectivement nous l'avons vu en commission. Pour notre part, nous abstiendrons parce que 329 000 € pour refaire 3 logements, on trouve que le montant est trop élevé. Sur le principe, c'est beaucoup trop élevé. Donc nous abstiendrons. Juste un élément de Madame Brochot, je crois peut-être une réponse globale si c'est un aspect financier. On ne va pas refaire le débat. Il y a effectivement la nécessité d'avoir une maison médicale sur Montaville. Ça avait été pointé dans le contrat local de santé de 2012. Mais le projet là qui est proposé, donc c'est la maison médicale plus la reconstruction en partie du CVS qui existe déjà. Donc, compte tenu du coût, il aurait été préférable d'acheter un rez-de-chaussée d'immeuble en VFA. Enfin, on n'a pas suffisamment de construction dans la ville. Donc, nous voterons contre ce projet. Bon, effectivement, on ne va pas refaire le débat. Juste une précision sur les éléments financiers. Je précise que ce montant global d'environ 1 million € est vraiment la fourchette haute, pour ne pas dire très très haute. C'est-à-dire qu'à ce stade, nous sommes encore au stade de la programmation, nous avons établi et élaboré plusieurs scénarios et effectivement, nous avons tablé sur le scénario le plus coûteux, mais très vraisemblablement, nous orienterons vers le moins coûteux, pas forcément d'ailleurs uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de facilité de circulation et de cohabitation, parce que je rappelle que c'est un projet qui doit pouvoir vivre et faire cohabiter donc une structure à vocation médicale et une structure à vocation sociale. Voilà, je n'en dirai pas plus. Monsieur Affan? Je vais quand même rebondir sur vos propos, monsieur le maire, parce que vous nous avez vendu effectivement la maison médicale en minimisant les coûts à hauteur de 700 000 €. Et je vous renvoie plus précisément au compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 2016, à page 18, où effectivement Mme Pelvas vous a interpellé sur les travaux qui allaient découler de l'aménagement avec la nécessité de décloisonner. Très bien. On vous a quand même également interpellé, c'est mon autre collègue de l'opposition qui vous a dit pourquoi pas effectivement prendre un rez-de-chaussée en VFA. Et vous avez rebondi en nous disant que la précédente municipalité, je ne fais que vous lire, avait un projet qui aurait coûté beaucoup plus cher. Donc vous nous vendez quelque chose à 700 000 €, on se découvre aujourd'hui avec une actualisation de programme qui n'est d'autre qu'une augmentation d'autorisation de 300 000 €. Donc vous comprenez qu'on passe de 700 à 1 million d'euros de manière un peu injustifiée, parce que soit effectivement vous aviez la maîtrise et l'expérience de ce projet dès le départ, auquel cas vous auriez pu nous dire j'anticipe à 1 million d'euros, et puis nous on sait ce qu'on vote, ce qu'on ne vote pas, ce qui n'est pas le cas, et on découvre en cours d'évolution le fait que ça évolue et que ça risque d'évoluer. Donc, soit effectivement, il y a une absence totale de la maîtrise du projet dès le départ, soit effectivement, vous êtes là en train de se moquer de nous ou de distiller progressivement, effectivement. Je ne me permettrai pas. Non, peut-être, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments financiers en la matière, et ça me permet aussi de rebondir pour attirer votre attention sur le fait qu'on n'a pas de visibilité sur les subventions. On nous parle de 75 000 €. Est-ce que la GPSO va intervenir? Est-ce que le département va intervenir? Qu'est-ce qu'il en est de la CAF? Est-ce que l'ARS va intervenir à nouveau? Donc on est sur un projet, je vous l'avais déjà dit, où j'estime que la commune supporte le risque de manière quasi exclusive, tout en sachant qu'effectivement les redevances des futurs occupants en cas effectivement d'inoccupation sera assumée exclusivement par la mairie. Donc moi je trouve que c'est un projet où on va, certes, pour un superbe objectif, c'est très bien de penser effectivement à la santé de tous, mais il n'en demeure pas moins que la manière dont est ficelé ce projet risque de coûter très cher pour la collectivité. Voilà, monsieur le maire. Très cher, tout est relatif. Cher. Première remarque, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais l'intervention de Mme Brochot me permet de le répéter.
pour réaliser un projet avec l'achat d'un bâtiment, par exemple, effectivement, il faut une opportunité, il faut qu'un immeuble se construise. Alors, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont en cours de construction, mais si c'est un immeuble en cours de construction, le délai peut être allongé d'autant la durée de la construction. Or, l'association des professionnels de santé a insisté sur le fait que pour conserver une certaine dynamique, il ne fallait pas leur promettre un projet inaugurable sous 5 ans. Nous, là, on part pour l'ouvrir en 2018. Les délais sont courts. Donc, si on avait dû construire une maison de santé ex nihilo, avec peut-être même une acquisition de foncier, là, ça aurait été encore plus cher. Donc, j'entends tout votre argument, dire qu'effectivement, 1 million d'euros, ou un peu moins, ce sera sans doute un peu moins, enfin, on verra bien, c'est une somme importante, plusieurs centaines de milliers d'euros, effectivement, ça ne se trouve pas sous le sabot d'achat, c'est une somme importante, mais néanmoins, trouvez-moi un seul exemple d'une maison médicale d'environ 500 mètres carrés à moins d'1 million d'euros. Bah, écoutez, si vous la trouvez, bah, envoyez-moi le mail ou la lettre pour que j'en prenne connaissance. Ensuite, sur les aspects liés à la délibération que nous présentons ce soir. Effectivement, dans la première délibération qui est passée en septembre, il n'y avait que ce montant de 700 000, mais parce que dans cette délibération, et vous pourrez la relire, mais je suis sûr que vous l'avez fait avec beaucoup d'attention, on ne parle que de la MSP. Là, cette actualisation concerne l'aménagement concernant la partie CVS. Or, même si dans la délibération précédente, on ne nous a pas fourni cet élément, nous en avions conscience. Donc c'est pas parce qu'on ne nous a pas présenté un coût global, comprenant les deux sommes, ça ne signifie pas que nous ne l'avions déjà pas intégré dans notre réflexion. C'était il y a 6 mois, un peu plus, un peu moins, peu importe, mais effectivement, qui ont encore qu'au début du projet. Donc moi je veux bien qu'on soit très précis sur tous les aspects, que ce soit de programmation, d'occupation de professionnels de santé, de coûts financiers, mais en réalité au tout début d'un projet, effectivement on ne savait pas forcément vers quelle direction nous allions, et ce d'autant plus, et ce qui fait toute la complexité de ce projet, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a la collectivité, il y a la volonté des professionnels de santé, il y a bien sûr tous les cadres juridiques, légaux, toutes les normes qui peuvent exister, l'ARS, il y a aussi la CAF, qui a un certain nombre de prescriptions, les autorités préfectorales qui nous ont également conseillé, et néanmoins, nous avons pu, à l'heure où je vous parle, trouver un consensus qui satisfait tout le monde. J'espère que ce consensus va aussi déboucher sur des aides financières. Donc sur les partenaires institutionnels que vous avez évoqués, je préciserai que normalement le département ne subventionne jamais les maisons de santé. C'est un choix politique du département des Yvelines. Il y a d'autres départements qui le font. Le département des Yvelines ne le fera pas et ne le fera pour personne. Hein. C'est pas un coup tordu à l'égard de la commune de Mantes-la-Ville. La CAF, bien entendu, je l'espère, on n'a pas de notification, donc je suis obligé de parler au conditionnel, mais normalement, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, devrait financer tout ce qui concerne la partie CVS. Et la région, il se trouve que je serai encore demain en session au conseil régional. J'ai bien écouté attentivement encore hier la vice-présidente à la santé, Madame Adlani, qui a le projet, c'est une volonté de l'exécutif actuel de la région de France et donc de Madame Valérie Pécresse, de financer les maisons de santé. Donc je serais bien étonné que cette somme de 75 000 € qui concerne la délibération suivante concernant la sollicitation d'un financement auprès du Conseil régional de France, je serais bien étonné effectivement que nous ne parvenions pas à l'obtenir. Donc voilà, je ne dis pas ça pour rassurer tout le monde et pour vous dire que voilà, cette somme de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça n'est du tout. Si effectivement c'est une grosse somme, mais si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous pensons que le jeu en vaut la chandelle. Et c'est parce que, moi
je parle à titre personnel, mais je pense parler aussi au nom de la majorité municipale, je ne me voyais pas dire à l'association de professionnels de santé qui est venue auprès de nous pour nous présenter ce projet et pour solliciter notre aide, mais écoutez, oui, il y a un problème de médecin, oui, je constate votre volontarisme, mais écoutez, la santé n'étant pas une compétence communale, je vous demanderai de bien vouloir vous faire cuire un œuf ou aller voir chez les Grecs ou je ne sais quoi. Donc voilà, on connaît le contexte financier, on connaît toutes les contraintes, mais néanmoins c'est un projet important et qui concerne tout le monde. Monsieur le maire, je vous ai écouté attentivement et vous nous avez très tranquillement expliqué qu'au mois de septembre, vous nous avez donné des informations incomplètes et dont vous aviez connaissance. Mais je suis en train de vous dire... Non, vous voyez, répondez à la question. C'est exactement ce que vous nous avez dit. On avait les infos, on ne vous les a pas forcément données. Non, c'est une délibération qui traitait de la maison de santé. Oui, il semble que la décision d'aménager les locaux attenant à l'actuel CVS Augustin Serre, s'il vous plaît. Je lis le titre, actualisation d'autorisation de programme 2016-02 et des crédits de paiement, maison de santé pluriprofessionnelle. Donc il me semble, c'est ce dont on parle, la maison de santé pluriprofessionnelle. Oui. Donc, et au mois de septembre, vous aviez des infos que vous n'avez pas données. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Parce que cette délibération, et vous venez de le répéter, je ne vais pas le répéter, ne concernait que la partie maison de santé. Donc effectivement, l'aménagement des locaux pour la partie CVS, dont nous pouvions imaginer à l'époque que nous dirigions vers cette solution pour acter la cohabitation de la structure à vocation médicale et de la structure à vocation sociale, mais rien n'était acté. D'ailleurs, il n'y a toujours rien de fixé. Là, on n'est plus très loin de la programmation, mais effectivement, nous, on le savait plus ou moins déjà. Donc moi, je veux bien qu'on vous tienne au courant, au jour le jour, de toutes nos réflexions, de toutes nos pérégrinations, mais en l'occurrence, ça ne servira à rien, puisque vous nous diriez que vous êtes indécis, que vous ne savez pas... voilà. Au moins, parce que notre décision serait notre décision, mais au moins on la prendra en connaissance de cause. Là, on prend des décisions en ayant la moitié des informations. Désolé, c'est pas... Au conseil municipal de septembre auquel vous faites allusion, je vous ai demandé, effectivement, de vous prononcer, ainsi que l'Assemblée délibérante, sur la maison de santé. Chacun a pris en son âme et conscience la décision de son vote et il l'assume. Il n'était pas, à l'époque, question de la partie CVS. Donc là, nous vous la présentons ce soir, et là encore, vous avez toute la liberté, en votre âme et conscience, de voter ce que vous avez envie de voter. Je crois que vous aviez voté, j'en suis sûr même, vous aviez voté pour. En septembre 2016, contrairement aux autres groupes d'opposition. Si vous souhaitez... Non mais monsieur le maire, avec des données que vous nous aviez transmises. Là, alors vous êtes en train de m'expliquer que la délibération d'aujourd'hui concerne le CVS, mais c'est sous le titre quand même maison de santé pluridisciplinaire. Alors, soit vous mettez tout globalement, et on parle du 1er janvier au 31 décembre d'un projet global, soit vous séparez les deux. Mais vous ne pouvez pas dire d'un côté au mois de septembre, mais écoutez, là on parle que de la maison pluridisciplinaire de santé, et puis le 25 janvier dire, non mais on parle de la maison de santé pluriprofessionnelle, mais dedans il y a le CVS. Il faut avoir une cohérence totale. À la fois je comprends ce que vous dites, parce qu'on parle plus de la langue française, mais je ne vois pas trop où est le problème. Je crois que je me suis également expliqué, donc je ne... Le problème, c'est 300 000 €, c'est tout. Certes, mais je vous ai indiqué, vous avez tous, monsieur Gaspalou, vous avez été maire adjoint, vous avez donc été soumis à un certain nombre de projets urbanistiques, immobiliers, etc. Bon, il y a toujours au début une première estimation du coût des travaux. Il se trouve que cette estimation, parfois, elle est proche de la réalité finale, parfois elle est plus ou moins éloignée, parfois c'est plus que prévu, parfois c'est moins aussi.
Là, je suis en train de vous dire, alors, bien sûr, vous pourrez en garder et en laisser, je suis en train de vous dire que même si la somme d'1 million d'euros, ça fait 300 000 que les 700 000 il y a 6 mois, donc c'est plus, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les affaires financières de la commune, c'est vrai qu'on préfère payer moins que plus, hein, pour parler simplement, mais en l'occurrence, c'est parce que, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris la fourchette la plus haute possible pour intégrer tous les cas de figure, tous les scénarios qui ont été proposés au programmiste, qui est l'interlocuteur compétent pour l'aménagement des deux parties, en accord bien sûr avec la volonté à la fois de la ville pour la partie qui lui reviendra, c'est-à-dire le centre de vie sociale, et aussi bien sûr pour l'association des professionnels de santé. Donc je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais que en réalité on sera sans doute plus proche de la somme initiale des 700 000 que d'1 million d'euros. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Permettez-moi, monsieur. Mettez de côté la somme des 300 000 euros. Mettez-la de côté. Là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le manque de transparence lorsque vous mettez des délibérations aux voix. Vous savez, monsieur le maire, au mois de septembre, vous nous parlez de la maison pluridisciplinaire. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est la maison pluridisciplinaire, mais attention, il y a dedans le CVS. Mais aujourd'hui, moi, je prends cette délibération-là, numéro 5. Qu'est-ce qui me dit que dans 5 mois, les 300 000 euros iront vraiment au CVS? C'est noté nulle part. Parce qu'il y aura même des salles mutualisées, figurez-vous, entre la maison de santé. Bon, je sais que je ne parviendrai pas à vous convaincre. Je crois que vous avez trouvé un petit temps pour gratter, donc je vais vous laisser gratter tout seul. Non, ce que je veux, c'est de la clarté, monsieur le maire. Ce que je veux, Madame Genette, s'il vous plaît. Ce que je veux, c'est de la clarté, monsieur le maire. On ne peut pas au mois de septembre dire quelque chose, et 3 mois après, oui, mais on ne l'avait pas dit parce que c'était que la maison pluridisciplinaire. Bah, non, si, c'est pas possible. Si, c'est possible. Bah, pas dans une démocratie, non. Ça me semble compliqué. Allez. Je vous rappelle que même avant qu'on passe la moindre délibération, il y a des petits malins qui sont amusés à diffuser l'idée selon laquelle on sacrifierait toute la partie CVS et qu'on tout fait pour faire capoter avant même qu'il y ait un début de commencement de projet. Donc effectivement, là aussi, c'est très bien la transparence dans la démocratie. Je suis d'accord avec vous. Mais il doit y aussi avoir des limites à la transparence. Parce que l'excès, l'excès de transparence, c'est énorme. Je crois que vous êtes contre la vidéosurveillance, Madame Boré. Donc voilà, c'est exactement le même sujet. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne devriez pas être contre la vidéosurveillance. C'est exactement le même sujet. Exactement le même sujet. Il doit y avoir des limites à la transparence en démocratie. Bien sûr. Bravo. Bien sûr. Il doit y avoir des limites à tout. Puisqu'on parle de transparence, il me semble que Mme Pelbas, en début de mandat, vous avez dit, est-ce que vous allez faire des réunions de président de groupe? Et vous avez dit oui, bien sûr. Non. Est-ce que vous m'avez sollicité? Non, c'est vous le maire. Si vous voulez, je prends votre place, il n'y a aucun problème. Ça, on avait compris. D'ailleurs, je crois que vous prenez déjà pour. C'est à vous d'organiser ces réunions, monsieur le maire. Bien, je crois qu'on a... Allez, petite dernière. Oh, ça va être une conclusion. Vous présentez, comme l'a dit monsieur Affan, une actualisation qui est une augmentation à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'on n'avait pas très bien saisi les tenants et les aboutissants. Comme l'a dit Mme Rochaud, je ne vais pas reprendre, je ne vais pas réécrire l'histoire. Simplement, je vous reprécise, et c'est une explication de vote, que nous étions opposés parce que ce n'est pas le lieu le plus approprié. Nous vous en avons proposé d'autres que vous avez validés avec l'ARS et les autorités. Pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'on aurait largement dépassé cette somme qui paraît à certains incommensurable. Là, ça nécessite un maximum quand même d'investissement. Monsieur Vizataner a souligné que c'était quand même relativement cher. Toutes les autres solutions que vous avez proposées étaient beaucoup plus coûteuses, Madame Pelbas. Vous faites disparaître, et ça, à nos yeux, c'est quand même grave,
un lieu de rencontre sociétale pour la ville qui était important dans ces quartiers, et ça c'est quand même un vrai problème. Il ne disparaît pas justement, Madame Peulvas. Il va même peut-être, en raison de la présence de la maison médicale, attirer d'autres publics. Et peut-être même se faire rencontrer des publics qui jamais auparavant ne se seraient rencontrés. C'est beau, hein, le vivre ensemble. Et je suis devenu un apologète du vivre ensemble. On aura tout. Et vous, en plus, vous faites prendre des risques financiers, comme a dit M. Zatener, sur cette nouvelle structure. Et le risque de ne rien faire, l'avez-vous évalué? Non, ne posez pas des questions comme ça, enfin. Le risque de ne rien faire, l'avez-vous évalué? Le risque politique, je suis sûr, parce que là... Laissez aller au bout de mon intervention, s'il vous plaît, monsieur le maire, après, s'il vous plaît. Un petit peu de courtoisie vis-à-vis de la vieille dame que je suis. Donc, moi j'ai dit, on a dit qu'on était contre. Bien, nous maintenons notre position. Nous sommes toujours contre. Nous sommes d'autant plus contre que, comme a dit quelqu'un, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Donc là, il y a un gros loup. Et donc, nous voterons contre. Voilà, vous pouvez me répondre. Bien. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste en loup, Madame Peulvas, mais en tout cas, je voudrais préciser que je suis persuadé que les élus d'opposition qui s'amusent à contester, et certains depuis le tout début, ce projet, nous auraient sans doute reproché si nous avions claqué la porte au nez de M. Le Foulon, en l'occurrence, et des membres de cette association. Voilà, et ce sera mon dernier. Et je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Donc oui, vote contre. Des abstentions. Je vous remercie. Bien, donc point numéro 6, donc on l'a déjà évoqué, donc ça va aller assez rapidement je crois. Donc il s'agit de la sollicitation de financement auprès du Conseil régional d'Île-de-France, toujours M. Morin. Dans le cadre de sa politique de développement d'accès aux soins sur son territoire, la commune de Mantes-la-Ville, avec le soutien de l'ARS, souhaite s'engager aux côtés de l'association un projet de santé pour Mantes-la-Ville dans la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Les professionnels de santé exerceront dans une partie du centre de vie sociale Augustin Serre, qui sera remodelé afin d'accueillir la maison de santé tout en conservant ses activités et permettant ainsi de donner une nouvelle dimension au projet social. Les études menées ont défini une enveloppe budgétaire globale d'un montant de 1 029 6,72 € TTC, répartie comme suit: 600 000 € TTC pour la MSP et 429 6,72 € pour le CDS. Il est proposé de présenter pour financer ces travaux un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional d'Île-de-France dans le cadre du dispositif Fonds régional de résorption des déserts médicaux, structure d'exercice collectif. Le plafond subventionnable de travaux est de 300 000 € et le taux de subvention de 25%. L'aide accordée à la commune de Mantes-la-Ville serait donc au maximum de 75 000 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, je m'étonne simplement de, quand tout à l'heure vous évoquiez la volonté de la région de soutenir les maisons médicales, que leur participation se limite à 75 000 €. Ben, j'espère qu'on les aura au moins. C'est vrai qu'on aimerait recevoir beaucoup plus. Si vous pouvez rajouter un zéro, moi je les prends. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de la région. Si c'est une volonté ferme de soutenir les maisons médicales et qu'ils ne versent que 75 000 €. Ça fait 254 000 pour nous. Le coût global ne concerne pas que la maison de santé. Ouais. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc oui, abstention. Je vous remercie. Point numéro 7. Adoption d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour le groupe scolaire des Brouets. Toujours M. Morin. La réforme de l'instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l'impact budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme d'autorisation de programme et de crédit de paiement. En dérogation au principe de l'annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d'une opération dont l'engagement de dépenses peut être effectué à hauteur du montant voté, avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire
sous forme de crédit de paiement. L'opération concerne l'école maternelle et l'école élémentaire des Brouets. Ces travaux devant être réalisés pour la rentrée 2018, il sera donc nécessaire de travailler également pendant les temps scolaires. C'est pourquoi des classes provisoires modulaires seront installées pour phaser les travaux. Le montant total des travaux de cette opération est estimé à 1 393 750 € et les paiements devraient s'étaler entre 2017 et 2018. Monsieur Gaspadou, une remarque, une question? Oui, deux petites remarques sur le point 7, 8 et 9. Devant les ordres du jour indigents de la commission scolaire et de la commission de culture, il serait très bien qu'on puisse les aborder en commission. C'est pas faux. C'est vrai que c'est surtout un aspect financier, mais... Ouais, mais quand même, c'est quand même des projets... Ou alors, on aurait pu effectivement inviter les membres de la commission scolaire à venir à cette commission pour pas faire 50 000 commissions, mais oui, c'est... Non, mais vu l'ordre du jour de la dernière commission, on aurait pu en parler, quoi. Il y avait un point à l'ordre du jour. C'était la programmation de la saison culturelle. Et un point important aussi. Hein. Oui, oui. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, comme c'est un chantier en zone occupée, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la situation des classes modulaires? Non. C'est-à-dire? La situation géographique. Concernant le groupe scolaire des Brouets? Ouais. Alors, ils sont situés sur le plateau d'évolution. Je crois, enfin j'en suis... À l'intérieur de l'enceinte scolaire. Bah oui. Ben, c'est pas automatique, hein. Aux alliés de Chavannes, c'était pas à l'intérieur de l'enceinte scolaire, donc c'est pour ça. Oui, mais en fonction du site de l'école des Brouets, je vois pas trop où on aurait pu les mettre... Mais moi, je posais la question. Ah non, mais moi je vous réponds, moi. Très bien. Il y a pas de mal. Et dernière chose, qu'est-ce que c'est que ce Razed avec un Z? Alors, il y a eu plusieurs fois la faute, on l'a corrigé, moi je ne l'ai pas sous les yeux, mais on sait que c'est un S. Sauf la personne qui a rédigé... je crois que Madame Jonex n'aurait jamais commis cette faute. D'ailleurs, Madame Jonex, je le précise, ne commet jamais de faute, et surtout pas d'orthographe. Et la responsable du service scolaire encore moins, mais voilà. Voilà. Pas tout savoir non plus. Un peu de clémence, s'il vous plaît. Monsieur le professeur. Madame Guillet. Moi, je vais me permettre de rebondir sur les propos de mon collègue. Déjà parce que, bien évidemment, la commission scolaire parents pauvres, la dernière commission scolaire et culture, je me suis permise de poser la question à Madame Jeunesse, est-ce qu'il y aura une commission? Est-ce que vous avez envisagé un plan pour la rentrée? Elle me dit oui, ça va se faire, mais on ne sait pas. Donc voilà, je vois les vides. Après, deuxième sujet, pour l'avoir vécu, j'espère que durant ces travaux, les services techniques et la municipalité seront à la hauteur pour permettre à tous de pouvoir travailler dans des bonnes conditions, que les directeurs ne se transforment pas en chef de chantier, par exemple. Et troisième point, pour anticiper sur le point qui suit, est-ce que vous pourrez nous donner des précisions concernant les projections que vous avez faites dans un cadre général pour la prochaine rentrée, au niveau locaux et répartition? Alors là, sur ce dernier aspect, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de vous répondre dès ce soir pour la rentrée prochaine, hein, c'est ça le sens de votre question. Si vous anticipez avec de nouveaux locaux, c'est que vous avez déjà envisagé un plan minimal. Bien entendu. Bien entendu. Madame Jeunet, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ce sujet. Je pense que ce soir, c'est pas encore complètement réparti. Oui. Surtout, cette question n'est pas l'ordre du jour. Mais il est bien évident que c'est aussi pour prévoir l'arrivée de nouveaux motards. Vous avez en plus dans les délibérations suivantes une idée aussi qu'on ne se contentera pas de rénover des écoles, mais qu'il y en aura d'autres. Si vous abordez en pointillé, est-ce que vous pourrez, dans le point suivant, nous donner des détails un peu plus concis? Si
Vous les avez? En gros, est-ce qu'on pourrait avoir une commission scolaire qui s'appelle commission scolaire? Alors, à l'occasion de la prochaine commission scolaire, et quel que soit l'ordre du jour que l'on vous présentera, si vous avez des questions à formuler sur d'autres points que l'ordre du jour que nous vous soumettrons, vos questions seront les bienvenues. Merci de nous les envoyer le plus tôt possible afin que nous ayons le maximum d'éléments à vous fournir et pour que vous soyez totalement satisfaits de nos réponses. Je vous propose de passer au vote sur le point numéro 7. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 8. Adoption d'une autorisation de programme et crédit de paiement. Construction du groupe scolaire Mantes Université. Pour M. Morin. Donc la réforme de l'instruction budgétaire et comptable 2014 permet de planifier l'impact budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc celle-ci concerne le projet dénommé groupe scolaire Mantes U, qui consiste à la construction de 12 classes réparties comme suit, 5 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire. Le montant total des travaux de cette opération est estimé à 12 75 229,20 € TTC et les paiements devraient s'étaler entre 2017 et 2020. Donc vous avez un tableau qui vous illustre la répartition de ce montant courant depuis cette année 2017 jusqu'en 2020. Y a-t-il des questions, des remarques? J'imagine que M. Vizataner, lorsque vous avez vu cette délibération, vous avez fondu en larmes, j'imagine. En larmes, peut-être pas, on en a déjà parlé en commission, monsieur le maire, mais c'est vrai que depuis le mois de juin 2014, où je vous demandais, avec M. Garla, de prévoir un nouveau groupe scolaire jusqu'à aujourd'hui, en janvier 2017, je suis très heureux qu'enfin vous ayez suivi nos recommandations. Ça, je vous en remercie. Donc si je comprends bien, vous attribuez la paternité de tout ce que nous faisons de bien, et notamment de ce groupe. Tout à fait, oui. Et sans moindre base. Et aussi de tout ce qui a été fait sous les mandats précédents. Pardon? Aussi de tout ce qui a été fait sous les mandats précédents, parce que je ne sais pas jusqu'où va votre mégalomanie. Donc, Non, mais j'étais pas élu avant. Avez-vous construit la collégiale de Mantes-la-Jolie, M. Vizataner? C'est une question que tout le monde se pose. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sérieux ou est-ce que vous vous foutez de la gueule du monde? Je crois que la réponse est dans la question. Oui, je crois que la réponse est dans la question. Vous foutez de la gueule du monde. Donc, je vous remercie effectivement d'avoir suivi nos recommandations, puisque je vous rappelle qu'en juin 2014, il était totalement... Oui, je ne voulais pas en parler, mais je vous m'y forçais. J'en suis vraiment désolé. Il était totalement impensable de construire un nouveau groupe scolaire, vous nous l'aviez dit. Et vous nous l'avez rappelé. Non, je n'ai jamais dit ça. Et vous nous l'avez rappelé en septembre 2014. Donc, je vous en remercie. Monsieur Vizataner, que ce soit pour le projet de la maison de santé dont on a parlé tout à l'heure, ou pour ce projet de groupe scolaire, à un moment donné, avant de s'exprimer, un maire, quand il est sérieux, il attend d'avoir des informations précises et fiables. L'étude démographique que nous avons commandée, que nous avons sollicitée auprès d'un cabinet d'experts, nous a délivré ces réponses il y a quelques mois. Donc, effectivement, en juin, lorsque vous m'avez interrogé, il était évidemment beaucoup trop tôt pour le maire que j'étais à l'époque de vous donner une réponse, je dirais, intéressante. Vous savez, monsieur le maire, quand il y a 3000 logements qui arrivent, nouveaux logements... 1200 seulement. 1200 logements prévus sur la ZAC. 3000 personnes prévues, excusez-moi, qui arrivent. On se doute que, vu la tension dans les groupes scolaires existants, il va y avoir besoin d'un groupe scolaire. Même sans en avoir la délimitation et le contour. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais en l'occurrence, c'était la question du dimensionnement qui était importante. La question, c'est vous qui abordez le sujet. C'était, il est hors de question de prévoir un groupe scolaire pour le moment. J'ai dit ça. Vous avez dit ça. Ben, oui. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'y a que vous qui... Oui, non, on va ressortir les PV si vous voulez. Donc, je vous remercie. Juste une précision, puisqu'on l'avait vu en commission et tout le monde n'était pas présent. On provisionne, on fait une autorisation de programme de 12 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a juste le souhait de faire ce groupe scolaire. Vous m'avez dit qu'il n'y avait aucun plan, aucune étude n'avait été faite, à part l'étude démographique. Donc, c'est bien. On sera très vigilant sur la suite.
Sur les aspects financiers, donc là on a première estimation. Je ne sais pas du tout quel sera le coût réel total à l'issue de cette construction. Sur le dimensionnement, effectivement, avant de nous lancer dans un jury de concours, etc., dans tout ce qui va venir pour la réalisation de ce groupe scolaire, effectivement, on a dû d'abord déterminer combien de classes est nécessaire de construire. Donc nous sommes arrivés au chiffre de 12, donc il s'agit de 5 classes maternelles et 7 élémentaires. Nous avons prévu de créer également des salles qui auront une autre destination si ce nombre de 12 est suffisant, mais qui pourraient être facilement transformées s'il y a un peu plus que prévu, ce qui peut arriver, ou un pic futur suite à des constructions dans d'autres secteurs de la ville, qui seront forcément proches d'ailleurs de la gare, parce que quand vous regardez donc la ville, la tension, si vous voulez, sur le foncier, la pression que les promoteurs immobiliers exercent sur les élus que nous sommes, effectivement, c'est plutôt sur des secteurs proches des deux gares. C'est pas du côté de Maupommet ou du côté du Haut-Domaine qu'il y aura des projets immobiliers de logement collectif très importants et qui provoqueront une augmentation importante de la population. Donc voilà, nous avons, je pense, tous les éléments, et maintenant, il faut travailler réellement à ce groupe scolaire et bien sûr travailler à la recherche de financement. Voilà. Monsieur Gasparou. Toute petite remarque, la répartition 5 classes maternelles, 7 classes élémentaires, ça ne marche pas. C'est pas bon, on peut pas, c'est pas viable. Donc j'espère que ça sera modulé. 3 niveaux en maternelle, 5 niveaux en élémentaire, on ne peut pas faire 5 et 7. Vous allez arriver au moment où ça va plus marcher. Ça, c'est la vie professionnelle. D'autres remarques? Madame Brochot? Oui, je crois que si vous vous accaparez la paternité de ce projet, les maires qui vous ont précédé peuvent se prévaloir de la maternité du projet. Nous avions travaillé sur ce groupe scolaire. Vous avez encore des techniciens, je crois, qui sont ici, qui sont allés en visiter plusieurs. Il faut aussi prévoir des équipements sportifs, un centre de loisirs, le réfectoire. Ce qu'il faudrait faire, c'est mutualiser donc l'équipement sportif, les centres de loisirs, prévoir aussi des salles de réunion. J'espère que vous avez pensé à tout ça, parce que quand on met 1200 logements dans un quartier, il n'y a pas besoin que des groupes scolaires. Il faut aussi, les enfants ont besoin de faire du sport, notamment dans le cadre de l'école. Les centres de loisirs, je vous ai demandé là tout à l'heure combien de centres d'enfants les fréquentaient. Il faudra aussi prévoir un centre de loisirs. Bien sûr. Alors, il est prévu un accueil de type ALSH au sein de cette école, Madame Brochot, ainsi que tout ce qui va dans une école, parce que quand on parle de 12 classes, 12 millions d'euros, c'est pas 1 million la classe. Il y a bien sûr une cantine, il y a bien sûr des sanitaires, il y a bien sûr des locaux pour les enseignants, il y a bien sûr tout ça. Sur la question de l'équipement sportif, alors dans la somme qui est prévue, Madame Brochot, il n'est pas question d'un gymnase. Il n'est pas question d'un gymnase pour au moins 2 raisons, je pense. Première raison, le coût. C'est-à-dire que cette somme qui est déjà importante, qui sera peut-être moins si on arrive à trouver des méthodes de construction peut-être plus modernes, tout en étant très fiables, bien entendu, parce que le mieux-disant financier ne doit pas être notre seul guide, mais nous sommes aussi, bien sûr, là pour protéger l'argent public et maîtriser les dépenses. Mais en l'occurrence, l'idée d'un gymnase mutualisé avec les communes limitrophes, je pense notamment à Buchelet, est peut-être une bonne idée, ce qui en était peut-être moins eu d'ailleurs pour l'école. Parce que gérer, alors je sais pas, et là je ne me place pas du côté de l'enseignant ou du professeur, je me place plutôt du côté de l'élu, gérer une école, et donc gérer tout le personnel qui travaille dans cette école, je parle du personnel municipal, les ATSEM, les personnes qui surveillent la cantine, etc., les femmes de ménage. Gérer ça à 2 collectivités, ça me semble difficile. En revanche, pour un gymnase, ça me semble plus facile et plus pertinent de le faire,
Mais pour l'instant, voilà, il n'en est pas question. Quand je parlais de mutualisation, c'était avec l'école et les associations sportives, par exemple. D'accord. C'était pas avec la ville d'à côté. D'accord. D'accord, je vous ai mal compris alors. Parce que il est vrai que le premier projet élaboré par les PAMSA avait imaginé une école mutualisée. Et de toute façon, je précise que un gymnase sur la parcelle qui nous a été confiée est impossible aussi pour des raisons tout simplement de superficie. C'est-à-dire qu'il y a la parcelle... Le gymnase, c'est puis d'autres salles au-dessus. Alors plus on construit en hauteur, plus c'est cher, Madame Brochot. D'ailleurs, nous avons sollicité les PAMSA pour éventuellement avoir une superficie supplémentaire, parce que figurez-vous que construire 12 classes de plein pied, bon, effectivement, au niveau de l'étalement, c'est plus important. C'est peut-être aussi mieux pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas à faire des escaliers, mais en même temps, on n'a pas à créer un ascenseur. Il y a tout un tas d'aménagements qui ne sont pas obligatoires si on est plein pied, mais c'est aussi moins cher à construire. Ça, c'est les techniciens qui me l'ont dit, parce que je n'avais pas imaginé. Mais imaginez un gratte-ciel avec 12 classes les unes au-dessus des autres, il y a un gymnase tout au-dessus, bon, voilà, tout en bas, bon, ce n'est malheureusement pas sérieux, mais j'espère que la communauté urbaine, dans les parcelles qui se situent en face de l'autre côté de l'avenue de la Grande Halle, parce que je rappelle que cette école sera située avenue de la Grande Halle, j'espère qu'on verra des équipements, notamment sportifs, qui seront donc utilisés notamment, mais pas seulement, mais notamment par les élèves de cette école. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Donc nous en sommes, je crois, au point numéro 9, le dernier point à l'ordre du jour, qui concerne à nouveau le groupe scolaire des Brouets, et qui est une autorisation de dépôt d'une demande de permis de construire. Et je cède à nouveau la parole à M. Morin. Oui, donc c'est l'opération qui concerne l'école maternelle et l'école élémentaire des Brouets. Elle consistera en la mise en conformité de l'établissement au regard de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, la mise en sécurité contre les risques incendies et les travaux pour améliorer la fonctionnalité de l'établissement et les conditions d'accueil des enfants et des usagers. De plus, au regard des effectifs prévisionnels à la rentrée scolaire 2017, ces travaux intégreront l'ouverture de 2 classes supplémentaires ainsi que la mise en place de locaux supplémentaires pour installer le RAZ, avec un S cette fois-ci, et le bureau de la psychologue. Ces travaux devant être réalisés pour la rentrée 2018, il sera donc nécessaire de travailler également pendant les temps scolaires. C'est pourquoi des classes provisoires modulaires seront installées pour phaser les travaux. Ces travaux nécessitent le dépôt d'un permis de construire au titre du Code de l'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation. Questions, remarques? Non. Je vous propose de passer directement au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie.